tous, aujourd'hui je viens vous voir parce que c'est une vidéo pour le bilan du challenge Lisons l'Asie de juin à septembre. Voilà, je vais faire un récapitulatif de ces 4 derniers mois et c'est parti. Alors, ce challenge est composé de 3 menus, facile, moyen, difficile, menu za'atar, menu curry, menu wasabi. 10 thèmes chacun, ce qui fait en tout, pendant 4 mois, il a fallu remplir 30 thèmes. 30 items et moi j'en ai validé 24. 24 sur 30 avec simplement 12 livres. Donc vous imaginez bien que au lieu de vous présenter les différents thèmes plus les livres qui rentrent dedans, comme un livre va faire beaucoup de thèmes, je vais d'abord vous présenter les livres et vous dire dans quel thème ils vont par la suite. Tout simplement, je vais vous présenter les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, j'ai lu Soleil levant de Chili. J'ai mis ce livre dans le thème, fallait lire un titre dans lequel qui évoque la chaleur, l'été, la plage. Il y a le mot soleil, vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais il y a le mot soleil, donc ça marche. Alors, dans ce petit livre que j'ai bien aimé, on va suivre une famille. En fait, on va suivre 2 jeunes gens, un jeune couple. Donc, c'est en Chine, hein, ça se passe en Chine. Et c'est important parce que c'est un livre aussi sociétal, hein, on parle des faits de société, parce que c'est un jeune couple qui est sur le point de partir en lune de miel. Et pendant un moment, la femme a des nausées et en fait, elle est enceinte. Donc en fait, c'est tout simplement ça, c'est un petit contemporain. Comment affronter cet événement heureux, bien entendu, mais un peu carrément survenu de nulle part. Les jeunes gens s'y attendaient pas. Vont-ils avoir de l'aide de leur famille chinoise, etc. Donc on est dans les années, je ne sais pas si c'est dit, si c'est de nos jours ou dans des années précises. Il me semblait qu'on était dans les années 80, mais comme j'en ai lu d'autres qui se passent dans les années 80, je ne suis pas sûre de mon coup. Bref, on est en Chine. Et donc voilà, ça vous parlait des problèmes sociétaux et comment affronter cet événement, comme j'ai dit, heureux, parce qu'ils ne rejettent pas l'idée d'avoir un enfant, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est un jeune couple en Chine. Comment faire? Donc voilà, c'était, j'ai bien aimé cette lecture, c'était sympathique. Je me suis un peu rapprochée parce que j'ai l'impression de devoir crier. Ensuite, j'ai lu La valse sans fin d'Inaba Mayumi. Et là, on s'envole au Japon. Dans le menu curry, je l'ai mis dans l'item romance. Alors vous allez voir, c'est une romance. Mais attention, une romance un peu destroy, c'est-à-dire une romance autodestructrice. C'est un couple, derrière, je le dis carrément pour planter le décor. Imaginez Kurt Cobain et Courtney Love dans le Japon des années pop. C'est exactement ça, c'est un couple autodestructeur, drogué. Complètement à l'ouest et ils se détruisent l'un et l'autre parce que drogue, parce que débauche, parce que perdu. Et ce petit livre était très poignant. Alors je m'avancerai si c'était tiré d'une histoire vraie. Il m'avait semblé avoir entendu ça, oui, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est une autrice. Je pense que elle a c'est un peu autobiographique, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, ça se passe dans les années 70 et de 73 à 78. Donc des bandes son, voilà, la musique est très présente aussi. Donc voilà, ça met bien dans un contexte vraiment. Et puis voilà quoi. Alors, ce que j'ai aimé dans cette histoire aussi, c'est la plume de l'autrice. La plume de l'autrice est très importante ici. Parce qu'elle explique, elle raconte une histoire, comme je vous ai dit, autodestructrice, d'un couple, voilà, amoureux complètement à la débauche. C'est la descente aux enfers. Et donc sa plume raccorde bien avec ce qu'elle dit en fait.
La plume est très nébuleuse. Moi, j'étais dans un état complètement cotonneux. C'est pareil, le blanc, par exemple, le blanc est très présent, la couleur blanche. Enfin, le blanc dans ce récit, le blanc est sale. Le blanc est vide. Le blanc est nébuleux, comme je vous disais. Et moi, j'étais pareil, dans un état pareil. Enfin, j'ai adoré cette petite descente aux enfers, si je puis dire ainsi. Et La valse sans fin, c'était un très bon livre. Ensuite, on retourne en Corée du Sud avec Prends soin de maman de Shin Kyun-suk. Ça va dans l'item livre sur la famille et auteur coréen. Alors, entre parenthèses, vous verrez plein défilés des auteurs coréens cette année. C'est le hasard qui a fait que l'année dernière, c'était plein sur la Chine. Voilà. Cette année, c'était la Corée. J'ai adoré ce petit livre. Alors, pour la petite anecdote, j'ai failli ne pas le lire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai eu chez Emmaüs. Et chez Emmaüs, je devais prendre un autre livre à la place. Enfin, celui-là, c'est le premier livre que j'ai vu. Et dès que je vois un livre d'auteur asiatique, je prends. Voilà. Moi, entre l'horreur et la littérature asiatique, c'est mes deux créneaux. Hein. Ça n'a rien à voir, quoique. Mais c'est mes deux créneaux. Donc, je le prends. Mais je ne connaissais pas du tout. Et en faisant mes emplettes chez Emmaüs, je suis tombée sur La prison de glace de, je ne sais plus qui, Dean Koontz. Dan Simmons, Dean Koontz. Enfin bon, j'ai pris La prison de glace, je l'ai laissé et j'ai dit, il faudra que je repose celui-ci. Je prendrai La prison de glace à la place. Voilà, pourquoi pas les deux? Parce que vous savez, chez Emmaüs, il y a des espèces de formules, voilà, c'était pour faire un compte rond. Bref, je passe les détails. Et finalement, j'ai oublié de prendre La prison de glace. Et du coup, c'est celui-là qui est terminé dans mon panier chez moi. Je fais mince. Mais je dis, c'est pas grave, je me souviens même de m'être dit, c'est pas grave, c'est la littérature asiatique. Tu vas aimer. En tout cas, tu vas apprendre quelque chose. Ou ressentir quelque chose. Et je regrette absolument pas. C'est un petit coup de cœur, je vous le dis. Donc, prends soin de maman, je vous le recommande si vous tombez dessus. On est avec une mère qui s'est égarée dans Séoul, donc en Corée du Sud. Et en fait, on va tout simplement, c'est un petit contemporain, hein, on va tout simplement suivre les enfants, les 3 enfants de celle-ci. En fait, on a différents chapitres sur les 3 enfants différents. Et chaque enfant va nous raconter leurs souvenirs respectifs hein, qu'ils ont eu avec leur mère, tout en les cherchant, bien entendu. Les erreurs qu'ils ont pu faire avec elle. Et je vous dis pas tout, je vous dis pas comment se déroule l'histoire. Mais en fait, ce livre est une ode à la mère, une ode à la place de la mère en Corée et à la place de la mère tout court. C'était vraiment poignant, émouvant. Et tout ça, la mère est quand même disparue. On ne sait pas où elle est pendant tout le livre. Hein. Et en fait, ce qui est aussi la particularité de ce livre, c'est que c'est écrit à la 2e personne du singulier. Les personnages dits au lecteur tu, donc ça nous va droit au cœur. On ne passe pas par un intermédiaire ou par un à côté. Voilà, je sais pas si ça renforce les trucs. J'ai eu du mal au début à m'y faire. Mais en fait, quand on a pris le truc, enfin vraiment ce livre est un petit bijou à lire. Ensuite, j'ai lu Comment ma femme s'est mariée de Park Young-wook. Donc, ce livre allait dans les thèmes livre sur un loisir, vous allez savoir pourquoi, livre humoristique, satirique et livre féministe. Ce dernier item, je ne pensais pas le mettre dedans, mais vous allez savoir pourquoi. Alors là, on va parler, comme je vous ai dit, d'un loisir, on va parler de foot. Ce qui ne m'attirait pas plus que ça, parce que bon, le foot, surtout en littérature, voilà quoi. Et en fait, on va parler d'une façon légère, d'où le livre humoristique satirique, sur un ton très léger. L'auteur va nous faire tout au long du bouquin une comparaison entre le football, les techniques footballistiques par exemple, au couple amoureux, à l'amour et plus précisément à un couple d'amoureux. Voilà, il va comparer le foot à l'amour. Voilà, tout simplement. Comment réussir à séduire une femme, comment, dès que tu es en couple, comment réussir à maintenir ton couple. Tout ça grâce
à des techniques footballistiques. Alors comme ça paraît un peu tâche quoi. En fait, c'est très très bien fait. J'ai passé déjà un excellent moment. Donc ça, déjà, c'était très divertissant. Et ça soulève quand même un petit fond sérieux. Et pourquoi féministe? Parce que clairement féministe, tout au long du livre, la femme mène la barque. Pas dans le sens elle porte la culotte, quoique. Mais dans le sens où il n'y a pas de soumission et tout ça. Hein. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Dans le sens où la femme prône ses idées libres, de femme libre. Et il y a tout un truc, et aussi on va partir dans différentes cultures. L'auteur va très loin dans ses réflexions à travers des dialogues. Et c'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne pensais pas que ça allait être aussi complet en fait sur les thèmes. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, déjà tous les titres de chaque chapitre sont une technique footballistique, on n'oublie pas. Et à la fin de chaque chapitre, l'auteur s'amuse à nous relater un événement historique de football. Alors Zidane, c'est un de ses joueurs préférés. La Coupe du Monde 98, on en entend parler. Mais beaucoup d'événements footballistiques comme ça. Et donc, le paragraphe est associé au chapitre qui racontait sa vie amoureuse avec la fille. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'essence du truc. Un livre très marrant, très léger, avec un fond qui soulève des questions. Ce qui est propre à la littérature asiatique et que j'aime aussi. Hein. C'est souvent traité d'une façon assez originale, mais qui traite de sujets assez profonds. Et là, c'était pour le coup original et très intéressant. Alors ensuite, on va partir sur Hitchcock, Histoire à lire toute porte close. Mais vous allez me dire, mais pourquoi nous montre Hitchcock dans un challenge d'Asie? Tout simplement parce qu'il y avait un thème, il fallait lire un auteur russe. Et l'Asie, dans ce challenge-là, est au sens large. Vous allez voir, il n'y a pas que l'Asie asiatique telle qu'on l'entend. Il y a la Russie, il y a le Moyen-Orient, tout ça. Donc là, dedans, dans un recueil d'Hitchcock, et c'était pas pour me déplaire, hein, il y avait une petite nouvelle de Isaac Asimov avec Poésie légère. Alors, dans cette nouvelle que j'ai appréciée, vous savez qu'Isaac Asimov, son dada, c'est les robots. Hein, celui-là qui a écrit le cycle des robots. Et là, on n'échappe pas à la règle, si je puis dire ainsi, puisque c'est une vieille femme qui a un robot comme allié, un ami, elle vit avec lui, etc. Elle s'entend très très bien. Il est un peu différent des autres, ce robot. Et pourquoi pourquoi? Parce que un beau jour, il y a un homme, un espèce de scientifique, qui vient, je vous passe les détails, en même temps c'est une nouvelle, hein, c'est pas très long, qui vient la voir et qui lui dit, votre robot, il faut le réparer, il a un dysfonctionnement, il est déréglé, je vais réparer ça. Et là, la femme n'est pas du tout contente, elle veut pas qu'on répare son robot, elle veut qu'il reste tel qu'il est. Voilà, et voilà, après ça va partir en live. Bon. Et bon, j'ai beaucoup aimé cette petite nouvelle, et voilà, ça a rempli l'item en question, et surtout dans un recueil d'Hitchcock, voilà. Alors ensuite j'ai lu ça, Généalogie du mal de Jung Yoon-jung. On repart en Corée. Et il remplit l'item polar et thriller asiatique, bien entendu. Alors là, je peux vous dire que grâce à ce livre, j'ai eu de nouveau foi dans le thriller. Je vous le dis tout de suite, ça a été un des coups de cœur 2021, toute littérature confondue pour ma part. Et c'est une petite pépite, tout simplement. Je vous dis, c'est un thriller et on peut faire, comme on peut faire des bons thrillers. C'est de 2016, mais voilà, 2.0, très très bon. En bousculant un peu les codes lambda, les normes des codes, voilà, on peut faire des thrillers sans partir je sais pas où, hein, sans nous faire des scènes de what the fuck en fait. Enfin moi voilà, les thrillers 2.0 j'ai un peu du mal, et là merci déjà pour nous avoir pondu cette œuvre magnifique tout simplement. Là on va être Généalogie du mal, en fait le titre anglais c'est The Good Son, le bon fils, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait on a avec Yoo Jin qui a 26 ans, c'est lui.
Et Eugene, en fait, un matin, il se réveille et il voit sa mère morte, en sang, le cadavre de sa mère au bas de ses escaliers. Voilà, ça commence comme ça. Et en fait, on va, tout au long du récit, on va suivre Eugene. On va être dans la tête de ce monsieur. Et qui, au fil du récit, on s'aperçoit qu'il n'est pas très net, qu'il lui manque quelques cases, qu'il n'est pas clair avec lui-même. Lui-même, il se rappelle même plus qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, le soir du meurtre de sa mère. Il ne sait pas. On lui pose des questions, il y a une enquête, etc. Et il ne sait pas. C'est confus. Et ce que j'ai aimé, c'est que comme je vous ai dit, c'est confus. J'avais la tête embrouillée. On est dans la tête de lui, hein. J'avais la tête embrouillée après. L'autrice, je crois que c'est une femme, je suis pas sûre. L'auteur, pour rassurer, a fait un travail d'enfer avec l'écriture qui est simple et fluide, enfin de la manière surtout de raconter. J'étais complètement à l'ouest quand je lisais ce livre. J'avais le cerveau avec des fourmis partout la tête. J'étais aussi confuse que le personnage. Déjà ça, de deux, c'est comme je vous ai dit, une histoire qui sort des sentiers battus. C'est une histoire très intimiste entre la mère. Bah oui, parce qu'après on retrace l'avant en fait, ce qui s'est passé avant. La mère, la relation de cette mère et ce fils. C'est très intimiste, il y a juste les enquêteurs et les aimants extérieurs, ce sont juste les enquêteurs qui viennent de temps en temps poser des questions, mais sans, voilà. C'est très intimiste et c'est très glaçant, très malaisant. Comment on peut faire des très bons thrillers. Moi j'ai adoré, lisez ce livre, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre. Ça reste un thriller, c'est-à-dire qu'à la fin il y a une petite révélation et voilà, c'était génial. Si vous voulez vraiment avoir froid dans le dos, lisez des thrillers coréens. Je m'avance parce que j'en ai pas lu assez pour vous dire. En tout cas, Généalogie du mal, je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Kim Ji-young, né en 1982, de Chom Nam-joo. Il a validé les items non propres dans le titre et nombre dans le titre. Alors là, je vous dis, c'est une petite déception. Vraiment. Tout le monde en parlait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et aussi, voilà, le titre m'a interpellée, hein, 1982. Et en fait, Kim Ji-young est une femme lambda. Voilà, lambda en Corée du Sud, etc. Et on va la suivre pendant toute sa vie. Tout simplement, c'est un petit contemporain. Mais c'est un livre aussi féministe, j'aurais pu le mettre dedans, parce qu'on va suivre sa vie, donc forcément en tant que femme. Notamment quand elle commence à travailler dans sa vie professionnelle, voilà, des remarques un peu désobligeantes. C'est vraiment un livre féministe, c'est le fond du truc. Et on va suivre, voilà, ses premiers pas dans la vie, dans le monde de l'adolescence, dans le monde social, dans le monde professionnel, sous la forme dans les yeux d'une femme lambda en Corée du Sud. Mais voilà, les problèmes qu'elle rencontre vis-à-vis de ça. Ça aurait pu être un très bon roman, le sujet est louable, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste la plume de l'auteur, de l'autrice, que j'ai eu du mal à... J'ai vraiment eu du mal à accrocher à sa plume, tout simplement. Et du coup, pour moi, c'était une plume assez froide, distante. Du coup, j'ai pas pu m'attacher au personnage, j'ai même pas eu d'empathie pour elle. Il lui arrivait des trucs, je passais à côté. J'étais insensible aux trucs. Alors que ça devrait pas, vu des sujets pareils. Voilà. Donc c'est un bon livre. Le sujet est bien fait, mais la plume m'a complètement échappé. Ensuite, j'ai lu Expiration de Ted Chiang, que j'ai mis dans l'item SFFF asiatique, bien entendu. Alors Ted Chiang vit en Amérique, mais il est d'origine asiatique, ça passe. Et là, en fait, c'est un livre que j'avais gagné à un concours du mois de la SF en avril dernier. Et ça sera parfait pour le mois de juin qui arrive pour le Lisons l'Asie. Et en effet, j'ai pu le caser. C'est des nouvelles de science-fiction. Et je peux vous dire déjà que
Le gars là, Ted Chiang, c'est carrément une tête, c'est carrément un génie. Voilà, tout simplement. Alors déjà la science-fiction, déjà faut un peu se concentrer, d'accord? Mais là, il faut vraiment se concentrer. Alors la plume est très claire, limpide, mais les propos. Il faut vraiment faire marcher son cerveau. Et surtout, la dernière nouvelle, alors je vous dis c'est une pépite, hein. Lisez-le, hein. Il est tout récent, c'est chez De Noël Lune d'encre, il est 2021, 2020, je sais plus. Et lisez-le, et la dernière nouvelle, alors, déjà le titre, écoutez, l'angoisse est le vertige de la liberté. Déjà vous avez 4 heures, rien que le titre, d'accord? Et cette nouvelle, elle parle en fait du paraître. Le paraître, c'est un espèce de clone de soi, mais qui a évolué dans des conditions différentes de la vôtre, des vôtres. Comme si moi j'avais un clone en fait. Et il avait, par exemple, s'il a une meilleure vie que moi, ça arrive dans la nouvelle, ben ils vont être jaloux de leur clone. Voilà, ça crée des conflits. Finalement, ça entraîne du narcissisme, de l'individualisme, tout ça aussi. Il y a le truc du libre arbitre, forcément, de la contingence. Est-ce que ça aurait été meilleur dans cette vie-là que là? Est-ce qu'on est conditionné par notre vie? Oui, quelque part. Et voilà, il y a tout. Enfin, moi, j'ai adoré. Mais attention, c'est une lecture assez exigeante. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'ai adoré ce bouquin, je vous le recommande fortement. Alors j'ai oublié de vous dire, celui-ci rentre dans la catégorie SFFF principalement, mais aussi il m'a validé l'item, fallait lire un recueil, donc c'est un recueil de nouvelles, et aussi un mot dans le titre, voilà. Malheureusement, mais j'étais obligée d'y passer, on est parti en Corée du Nord, avec le camp de l'humiliation de Kim Yoon-kyung. Il remplit l'item, fallait lire un livre avec un animal dans le titre ou sur la couverture fictive pour elle. Donc là, le petit oiseau sur le barbelé, vous allez comprendre pourquoi il exprime très bien, malheureusement, hélas, le récit. Ça va aussi dans le thème, un livre sur la mafia, guerre, dictature en Asie. Et aussi, je ne me rappelle plus, je vais regarder. Sujet tabou, voilà, tout simplement. Alors, ce récit est très fort aussi, très douloureux, forcément. Vu le thème déjà, voilà, on va suivre une famille qui intègre les camps de concentration, tout simplement en Corée du Nord. Donc, on va suivre leur arrivée et leur évolution au sein de ce camp. Il y a des scènes qui m'ont marqué forcément, mais vraiment... ça a fait son job, des scènes m'ont fortement marqué. Il y a aussi une petite intrigue pour un peu romancer le truc. Il y a une petite intrigue qui tient un peu en haleine. Mais le propre du livre, du sujet, c'est comme ces camps de concentration. On voit ce qui s'y passe et encore. Et encore. J'en parle pas beaucoup. Vraiment, je m'attarde pas dessus. Parce qu'en fait, en plus, l'autrice, c'est son expérience. Et maintenant, c'est réfugiée en Corée du Sud. Voilà. Pas avoir trop de problèmes. Donc lisez ce livre, c'est vraiment intéressant de savoir ce qui se passe là-bas et surtout pour le livre lui-même, l'histoire est amenée dedans et très bien. Voilà, c'était un bon livre. Ensuite, j'ai lu La langue et le couteau de Kwon Jung-yoon. Il m'a validé les items. Fallait lire un livre sur la nourriture. On y est. Un livre avec quelque chose de typiquement asiatique sur la couverture. Ici, on y est. Et une fiction historique en Asie. Alors là, c'est pareil que le précédent, on va rester dans le domaine de la guerre. Donc c'est pas heureux, mais la particularité de ce bouquin, c'est qu'il en fait quelque chose de délicieux. Oui, parce que comme pour le football, j'adore la littérature asiatique, on trouve des sujets merveilleux. Fallait y penser, comme pour la comparaison des couples amoureux et le foot, là, l'auteur va comparer la guerre à la nourriture. Voilà, tout simplement. En fait, on est en Mandchourie en 1945 qui subit l'occupation japonaise. Et en fait, il y a notre héros, enfin notre protagoniste, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, il va être engagé dans cette occupation japonaise pour faire en tant que cuisinier.
cuisiner pour les dirigeants, vraiment. Et mais attention à ses risques et ses périls. Il ne faut pas qu'il loupe des repas. Voilà, sa vie est en jeu. Il y a aussi une intrigue avec sa femme qui est partie, qui n'est pas avec lui. Et donc voilà, ça reste sur un fond de guerre très dur et très violent. Mais du coup, l'auteur nous compare sans cesse la nourriture, le plaisir de la nourriture, le plaisir aussi, pas le plaisir, mais la nourriture et la mort. Tous les thèmes de la guerre peuvent se retrouver aussi. Il fait un parallèle avec la nourriture énorme. Et du coup, c'est très con ce que je vais dire, mais j'avais très faim quand je lisais ce livre. Donc c'était très original, très singulier. Et c'était une bonne lecture, encore une fois. Ensuite, si je retrouve une photo, je vous la mettrai ici, mais je l'ai remis en boîte à livres parce que c'est une lecture sympa, mais j'ai lu 10 nuits, 10 rêves de Kondo Yoko, une œuvre adaptée de Soseki. Ça va dans l'item livre adapté, donc, et livre graphique. Alors, pourquoi je ne l'ai pas gardé? Parce que déjà, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais ce que j'ai aimé dedans, je vais commencer par ça, ce sont les dessins. Ils sont magnifiques, donc bien que sombres, etc. Donc on va suivre 10 nouvelles, en fait ce sont 10 nouvelles qui relatent 10 rêves de chaque personne sur des thèmes différents. Et donc il y a une nouvelle qui m'a émue vraiment, c'est la mort, un père face à la mort de son fils. Donc voilà, il y a le thème, c'est le deuil, donc le suicide, etc. C'est pas des choses joyeuses, mais c'est raconté de façon un peu très mélancolique, très sombre, très glauque. Les dessins aussi, ils sont très ils font un peu flipper par leur noirceur, mais ça c'est pas de l'horrifique, hein. Voilà, c'est le thème qui veut ça, et l'ambiance des dessins accentue ce trait-là. Mais je ne l'ai pas gardé parce que c'était sympathique, mais sans plus. Ça aurait dû beaucoup plus me toucher, mais ça m'a pas beaucoup touché. Pas tant que ça en tout cas. Et pour finir, le dernier livre, c'est L'outrage fait à Sarah Iker de Yasmina Khadra. Ce livre valide l'item auteur du Moyen-Orient. Voilà, donc Yasmina Khadra, il me semble qu'il est algérien. Et ici, en fait, ça va se passer au Maroc. Et on a avec Sarah qui vient de se faire, qui s'est fait violer à son domicile pendant que Driss, son mari que l'on va suivre dans l'histoire, n'était pas présent à ce moment-là. Et en fait, Driss travaille dans la police, donc tout simplement, il va mener son enquête. Et en fait, c'est mon premier Yasmina Khadra. On m'a recommandé l'attentat. Non, parce que je sais qu'il y a Méline Auton, je ne sais pas si on confond, à un livre qui s'appelle Attentat, mais enfin, Yasmina Khadra, je vais me pencher sur son œuvre. Vraiment parce que il a une écriture de folie, en fait. L'histoire est sympa là-dedans. Alors bien sûr, il y a aussi on rencontre des problèmes sociétaux, hein. C'est vraiment une critique un peu de la société aussi. De la corruption, ce qui se passe dans la police, etc. Les relations, les contacts, mais surtout à travers des dialogues. Yasmina Khadra a une écriture de fou. Et moi, je me suis passionnée pour ces dialogues et pour ce qu'ils en disaient en fait, et sur les sujets qui parlaient, la façon dont il exprimait ses opinions là-dedans. Opinion des personnages en l'occurrence, mais voilà, la critique qu'il faisait de la société. J'ai adoré sa plume que l'intrigue elle-même. Alors c'était une intrigue sympa, mais l'écriture de Yasmina Khadra était géniale. Donc je vais me pencher plus sur son œuvre. Voilà, c'est terminé pour ce bilan Asie de ces 4 derniers mois. Franchement, c'était bon de lire la littérature asiatique. Ça revient l'année prochaine, j'ai hâte. Franchement, alors j'attends pas ces mois-ci pour lire la littérature asiatique, j'en lis à longueur d'année. Mais vraiment, quand ça arrive le mois de juin, ce challenge, je suis en joie parce que je suis carrément dedans. Il y a des items, les items sont très très sympas à chaque fois. Voilà, comme je vous ai dit, c'est l'Asie au sens large en plus. Donc, il y a des... Alors, je vais vous dire par contre, vite fait, les thèmes que j'ai pas pu remplir. J'ai pas pu remplir comme ça. Alors, le menu Zatar, le facile, j'ai tout rempli.
Le menu curry, il m'en reste, j'ai pas pu remplir Livre se passant en Asie dont l'auteur n'est pas asiatique ou d'origine asiatique. J'avais commencé Tokyo de Mohaeder, mais j'ai un peu abandonné. J'ai commencé à le lire au mois de septembre, là à la fin du challenge, et j'ai abandonné. Voilà, c'était bien. Je l'ai abandonné, mais il est pas, c'est pas fini quoi. Je reprendrai sûrement un jour. J'ai pas lu de Young Adult, voilà, j'ai pas trouvé de Young Adult. Et Wasabi, j'ai aussi eu un peu de mal avec un auteur indien, j'ai pas trouvé. Un livre sur la Mongolie, j'ai pas trouvé. Un livre sur un métier spécifique en Asie, j'en avais un, mais c'est un pavé, j'ai pas eu le temps de le lire, et puis voilà, je l'ai pas rempli. Une non-fiction, j'en avais, j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Et à mon grand regret, je n'ai pas, mais ça va être partie remise parce que là, en plus je me mets au manga, mais un survival game, voilà. Donc j'aurais pu, mais j'ai pas fait. J'ai pas en ma possession pour l'instant. Donc voilà un petit peu le challenge du bilan de Lisons l'Asie. Si vous voulez en savoir plus pour le faire l'année prochaine, si ça vous intéresse, et la littérature vous intéresse, vraiment c'est un challenge complet et vaste. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du groupe Facebook, c'est l'été Lisons l'Asie, et il y a le hashtag Lisons l'Asie pour Instagram quoi. Donc je suis contente de ce challenge. Merci Eva, la fondatrice de ce challenge, pour mettre la littérature d'Asie un peu en avant. Ça fait du bien, moi c'est une de mes littératures mes préférées. Comme vous pouvez le voir, on y trouve de tout, de tous les genres. Et comme je vous ai dit, on parle de sujets assez profonds. Et on ne sait pas sur quel style d'auteur on va trouver. Ils ont tous une patte, c'est un truc de dingue, il n'y a rien qui se ressemble. Moi j'adore la littérature asiatique, je m'en laisserai jamais. Donc voilà, c'était mon petit bilan sur ces 4 derniers mois. Allez, dites-moi si vous êtes intéressé par ce challenge pour l'année prochaine. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez un petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Il y a des vlogs lecture, il y a des bilans lecture et tout ça. Il y a des book hauls. Voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt sûrement pour les vlogs lecture sur la chaîne.